Alors bonjour, déjà en premier lieu. Je voudrais remercier d'abord toute l'équipe de Dentacuve, qui est l'association qui organise toutes les présentations autour de la photo argentique en fait sur l'Agora du Net. Donc c'est une équipe qui est très sympa, donc je les remercie de m'accueillir aussi. Alors cette présentation elle s'intitule l'argentique tout de suite. Pourquoi? Elle s'adresse principalement à tous les curieux, ceux qui hésitent à s'y mettre, les vieux de la vieille qui connaissent tout sur l'argentique, qui ne vont pas apprendre grand-chose. Donc l'idée c'est simplement de vous présenter quelques techniques rapides et accessibles pour pouvoir essayer ce médium qui est absolument merveilleux à mon sens. Alors, tac tac, on va commencer, voilà. Alors je vais simplement, donc ça c'est un petit plan de la présentation, je vais me présenter, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus si vous n'êtes pas là pour ça. Ensuite je vais essayer de démonter quelques idées reçues sur l'argentique, le fait que c'est difficile, ça coûte cher, etc., etc. On verra que ce n'est pas nécessairement vrai, et dans certains cas ce n'est pas vrai du tout d'ailleurs, donc je vais tordre le cou un petit peu à ces idées-là. Et pendant ce temps-là, enfin au milieu de cette présentation-là, je vais faire quelques démonstrations, je vais réaliser un sténopé, alors pas le tirage, mais l'appareil, un sténopé, pour ceux qui savent ce que c'est l'appareil, c'est un bien grand mot. Et puis, on va avoir un transfert d'émulsion. Alors, ce n'est pas un emulsion lift, ce n'est pas un décollement d'émulsion comme on voit très souvent. C'est vraiment un transfert d'émulsion. On va transférer l'émulsion sur un papier. On va voir ça si ça marche bien. Les conditions ne sont pas idéales pour le film que je vais employer, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vous montrerai que ça fonctionne réellement. Et puis si jamais j'ai encore un petit peu de temps pour parler de ça, je vous expliquerai un petit peu pourquoi à mon sens c'est un médium, la photo argentique, qui se prête énormément à une approche authentique et accessible de la photographie, de la réalisation d'images. Alors j'entends par photo argentique tout ce qui est photographie analogique, comme par exemple les tirages aux techniques anciennes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce niveau-là? Je pense que c'est bon. Après, il sera le temps des questions. Vous verrez, je ne suis pas trop méchant. Alors, on y va. Est-ce que ça marche, ce truc-là? Yes. Alors, moi, donc, il y a très longtemps, je n'étais pas né. Mais il y a moins longtemps, je n'étais pas photographe. En fait, moi, j'ai une formation très, très classique. J'ai une formation scientifique. Je suis ingénieur à la base. Rien à voir avec la photographie. Je ne suis pas né avec un appareil dans la main. Mais en 2009, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire mes premiers essais en fait, pour devenir pro. L'occasion s'est présentée, ça s'est bien passé. Et puis, je me suis installé l'année suivante en tant qu'indépendant. Alors après, j'ai essuyé plusieurs structures. Et puis finalement, j'ai monté mon studio, ça s'appelle Alka Studio. Et pour ce qui nous intéresse, en fait, j'ai démarré un blog en 2014 qui recense un petit peu toutes les techniques, les trucs et astuces que j'aurais aimé trouver moi quand j'ai vraiment démarré la photographie, en particulier la photographie argentique. Parce que c'était pas il y a si longtemps que ça, il y avait quand même des choses disponibles sur le net, mais c'était pas directement des méthodes appliquées et qui facilitent la vie. La théorie, c'est accessible pour tout le monde, c'est facile d'en parler, mais en pratique, tout le monde sait qu'il y a des impondérables et il faut savoir les gérer. Donc je parle un petit peu de ça dans le blog. Voilà. Tic-tac-touc. Alors, les idées reçues. La photo argentique, ça coûte cher. Alors non, ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte cher par rapport à quoi? On va essayer de répondre à cette question-là, on va voir ça. C'est un processus long, c'est pas nécessairement le cas, tout dépend de la méthode qu'on emploie. Et puis, c'est difficile. Là, pour le coup, c'est pas du tout vrai. C'est vraiment c'est un non-sens, à mon avis. Hein. Voilà. Alors, ça coûte cher. Un boîtier, tel que par exemple celui-ci, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un boîtier qui est très robuste, qui est très costaud et qui a un coût de revient de 30 € sur le marché sur eBay ou enfin bref, sur le Bon Coin, sur ce que vous voulez. Sur le marché de l'occasion, le gros avantage de ces appareils-là, c'est que il n'y a pas que celui-ci, hein, il y a une myriade en fait de même qualité. Ils sont très très robustes et puis ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas. Donc on est tout de suite au courant de l'état de l'objet. Et lorsqu'il fonctionne, pour 30 €, on a une machine qui est parfaite, quoi, qui est absolument sublime. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça coûte pas cher. Le boîtier en lui-même, les boîtiers, les optiques coûtent vraiment vraiment pas cher. Le film en revanche, quand on cherche pas trop, en moyenne, on en a pour 5 € le film, la pellicule j'entends. Hein. Et puis, lorsqu'on veut faire développer le film, donc le développement et le scan, quand on passe par un laboratoire commercial, eh bien, ça nous revient en gros à 10 €. Typiquement, c'est ce que vous devez payer, j'imagine, pour ceux qui pratiquent le laboratoire commercial.
Un amateur en moyenne, il utilise un film par semaine. C'est vraiment la grosse moyenne. Alors il y a des sérieux et des gens qui utilisent beaucoup plus que ça, mais là je m'adresse surtout aux amateurs, à ceux qui démarrent, c'est en moyenne un film par semaine. Okay, donc ça fait une 50aine de films par an. Le budget annuel passif, c'est-à-dire quand on fait rien du tout, on clique, on sort la CB auprès du laboratoire commercial pour obtenir ces images. On en a pour 800 € par an. C'est un budget qui est assez moyen, enfin assez partagé. En revanche, si on veut vraiment diminuer ce coût-là, on peut le faire de façon mais absolument drastique. En mettant un petit peu les mains dans le cambouis, et encore c'est vraiment pas du tout du cambouis, c'est très très facile à faire. Le développement personnel, donc pour une 50aine de pellicules, de péloches, ça revient en gros à 20 €. C'est vraiment c'est négligeable. Le film, on peut économiser également sur le film, particulièrement si on shoot en noir et blanc, enfin si on prend des photos en noir et blanc, pardon, pour parler français. En noir et blanc, on a la possibilité de fabriquer ses propres bobines, ses propres cartouches, avec un petit appareil qui s'appelle une bobineuse. Donc c'est une petite boîte dans laquelle on enroule un film dans une cartouche. Et on a un coût de revient en fait par film aux alentours de 2,40 €, 2,50 €, enfin la moitié de ce que ça coûte dans le commerce. Donc très intéressant. Ça fait un total pour le même nombre de pellicules, en gros 150 €. Donc ça fait une marge qui est faramineuse, entre 800 et 150. Faites le calcul, c'est vite fait. J'ai lu l'autre jour sur Internet, il y a un groupe d'amateurs en photographie numérique qui s'est réuni pour voir un petit peu combien ils dépensaient en une année sur leur budget photo, et uniquement matériel, donc sans parler software, sans parler achat de tirage, etc. Ils en avaient pour plus de 600 €. Donc pour 600 €, quand on met les mains dedans, quand on développe, on a vraiment la possibilité de s'amuser, quoi. Donc la photo argentique, c'est pas si cher que ça, bien au contraire. Ok, alors... Ensuite, ce qu'on entend souvent, c'est évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est long, c'est très long, développer soi-même, c'est casse-pied, il faut avoir le matériel et tout, etc. Le matériel est très très rudimentaire pour développer. On a besoin de 3-4 produits si on veut vraiment faire les choses dans les règles de l'art. On a, en règle générale, 3 suffisent. Si on veut vraiment aller dans le commando, dans les opérations, avec 2 produits, en fait, un développeur, un fixateur, c'est comme ça que faisaient les militaires en fait sur les champs de bataille. Et puis on peut même utiliser un seul bain si vraiment on veut réduire le temps au maximum. Ça s'appelle les monobains. À l'heure actuelle, il y a une société qui produit ça, c'est New 55 qui travaille sur le renouvellement en fait du type 55 de Polaroid. Donc ça c'est un film, c'est un pilopart. Mais bon bref, ils commercialisent un développement monobain. Donc on peut réduire le temps. Néanmoins, si même on fait les choses dans les règles de l'art, là ce que je vous donne c'est un temps pour faire un développement dans les règles de l'art, c'est 15 minutes par pellicule. C'est-à-dire 15 minutes, je prends la cartouche et je la mets sous feuille de pergamine. Alors entre-temps il faut la faire sécher bien sûr. Mais hormis le temps de séchage, le temps manuel que vous y mettez dedans c'est 15 minutes, pas plus. Alors pourquoi 15 minutes Parce qu'en fait, le petit truc, c'est qu'il faut faire des économies d'échelle. Il faut simplement ne pas se contenter d'une petite cuve, qui est qui est réduite à un seul film. Moi personnellement, j'utilise 2 grandes cuves, des cuves qui peuvent contenir jusqu'à 8 spires de 135 et jusqu'à 5 spires 120. Donc je fais des sessions de développement par run de 16 films ou 10 films. Et ça me permet de passer seulement 15 minutes par péloche et je gagne un temps qui est vraiment considérable. Donc ça n'est pas long, mais il faut y mettre la bonne méthode. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est compliqué ? C'est pas vraiment compliqué. On a tous eu la possibilité de s'essayer en fait avec des appareils jetables ou des appareils de ce type-là. Donc celui-là n'est pas jetable, on peut changer la pellicule. Bon, bref, on peut l'ouvrir. Mais bon, c'est un appareil en plastique avec une lentille en plastique. C'est la même chose qu'un appareil jetable. Et on peut faire des photos en noir et blanc et en couleur. Alors pourquoi je montre du noir et blanc là-dessus ? Donc ça c'est une photo qui a été faite par mon petit qui a 7 ans. Ça c'est moi, youpi. Pourquoi je vous montre en fait en noir et blanc ? C'est parce que c'est un film qui est moins flexible que la couleur pour ce type d'application. Pour ce type d'application, c'est-à-dire dans un appareil qui a 0 technologie, qui a un trou avec un timer unique, enfin un temps de pause unique. On peut utiliser quand même le film de noir et blanc dans plein de configurations différentes. Le gros avantage de la couleur par rapport au noir et blanc, c'est qu'il supporte énormément bien la surexposition. Il supporte mieux la surexposition que le film noir et blanc. C'est pour ça que les jetables, la plupart du temps, sont en couleur.
Bon, peu importe. Donc on peut faire de la photographie avec des moyens absolument rudimentaires pour un coût modique et avec des appareils qui nécessitent aucune connaissance avec ce médium-là. Tout ça uniquement pour la simple et bonne raison, c'est que l'émulsion photographique, l'émulsion négative, a une dynamique qui est absolument fantastique, quoi. Donc se porte très bien la surexposition, la sous-exposition un petit peu moins bien, on a quand même un petit peu de marge, c'est moins agréable en fait en sous-exposition qu'en sur, et c'est la raison pour laquelle ce sont des appareils qui conviennent mieux pour un usage à l'extérieur plutôt qu'en intérieur comme ici. Ou sinon il faut sortir le flash. Voilà. Alors, ah oui, il y a une petite chose que ça j'ai lu ça sur Twitter hier, je ne savais pas, mais apparemment le maître Henri Cartier-Bresson lui-même a dit que le piqué était un concept bourgeois. Donc ces deux photos ne sont pas bourgeoises. Non, mais c'est vrai qu'en photographie, la qualité d'une image est de très loin décorrélée de la qualité technique. Alors un domaine sur lequel l'argentique est particulièrement imbattable, c'est la photographie instantanée, bien entendu. Là-dessus, il n'y a aucune compétition possible. Alors dans la photographie instantanée, on a deux types de films. On a les RAW, donc le film intégral, je ne sais même pas si on a le droit de dire les films intégraux, mais bon, peu importe. Le film intégral. Alors le film intégral, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui contient toute la chimie nécessaire à la réalisation de l'image. Et donc c'est la fameuse bande blanche. Je dois peut-être en avoir un là, perdu quelque part. Voilà, c'est la fameuse bande blanche qu'on voit en fait en bas du film qui contient les chimies nécessaires au développement et à la réalisation de l'image. Donc c'est un film intégral, il contient tout. Et puis on a les films Peel Apart. Alors Peel Apart, c'est le film qui est là-dedans. Là, je vous le montrerai après. Donc c'est un film où la partie chimie est séparée de la partie positive, donc de la partie image qu'on va retenir. Donc on sépare les deux une fois que l'image est développée et on jette la partie chimie à la poubelle. On peut la récupérer. Mais bon, peu importe. Donc c'est la grosse différence entre ces deux types de films. On a deux types de rendus. Sur ces films-là, on a un rendu que j'appelle technique. Alors le rendu technique, c'est un rendu où disons le film cherche principalement à être très reproductible et un rendu standard unique. Donc ça, c'est le domaine des films qui sont produits à l'heure actuelle par Fuji, donc comme Instax, donc les petits et les grands. Et puis on a du côté Peel Apart l'AFP 100C qui est un film couleur, l'AFP 3000B qui est un film noir et blanc qui malheureusement n'est plus produit mais qui est un film absolument fantastique celui-ci. Il faut aller râler chez eux pour qu'ils le reproduisent. Et puis on a le rendu libre, ce que j'appelle libre, c'est-à-dire on va avoir un film qui n'est pas désigné pour un rendu unique et invariable. Au contraire, le rendu va être variable et loin d'être unique donc. Et à l'heure actuelle, il n'y a que Impossible Project qui fabrique ça, donc qui ont repris les usines Polaroid, vous connaissez sûrement. Donc ils fabriquent du film type Polaroid, c'est pas Polaroid mais c'est type Polaroid, avec un rendu qui est incertain entre guillemets, donc un rendu assez libre. Sinon, on peut très bien utiliser également les vieux Polaroids, on arrive encore à trouver des boîtes de Polaroid qui sont périmées. Et du côté des Peel Apart, alors là il y a des petits problèmes d'alignement, mais du côté Peel Apart, en fait, ils viennent de produire il y a peu de temps, il y a 1 an ou 2, je crois, ou peut-être un petit peu plus, je ne suis pas très au courant, un film 8 par 10 inches et 20, donc ça fait 20 par 25 cm, il y a une erreur, hein, 20 par 25 cm qui lui est un Peel Apart. Et on peut également utiliser les vieux Polaroid qui sont périmés. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez utiliser en instantané. Alors le gros avantage du rendu technique, c'est qu'on peut le manipuler et le dégrader à loisir. On peut vraiment faire beaucoup de choses puisqu'on a un rendu qui est absolument invariable. Donc on peut vraiment utiliser cette invariabilité pour mettre quelque chose devant les lentilles, dégrader les lentilles, s'amuser avec le film lui-même, avec l'émulsion elle-même. Du côté du rendu libre, on est plus limité parce que on ne sait pas un petit peu ce qu'on va obtenir à chaque fois, mais c'est la partie entre guillemets fun et la raison pour laquelle c'est très populaire, c'est que à chaque fois on a une petite heureuse surprise. On espère avec beaucoup d'espoir. L'autre avantage du film Peel Apart, donc celui-ci, c'est qu'on peut l'utiliser dans énormément d'appareils, pas seulement des appareils qui sont entièrement automatiques. La plupart des appareils à l'heure actuelle qui sont utilisés en photographie instantanée sont des appareils qui sont entièrement automatiques, qui ne, permettent pas de s'amuser en fait avec les paramétrages techniques.
Donc de ce côté-là, on a la possibilité d'utiliser une myriade d'appareils, dont par exemple un appareil qui n'existe pas, celui-ci c'est un appareil qui n'existe pas, qui a été fabriqué, démonté, etc. pour utiliser du film Piloparde. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est, je vais passer en fait, je vais vous montrer, parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus, je vais vous montrer la réalisation d'un d'un sténopé. Alors qu'est-ce que c'est un sténopé ? Un sténopé, c'est simplement une caméra obscura. Une caméra obscura, c'est une grosse boîte noire à l'intérieur, dans laquelle il y a un tout petit trou pour laisser passer la lumière. Pour transformer une caméra obscura en sténopé, il faut mettre un écran. Sur l'écran, pardon, il faut mettre une émulsion photosensible, un papier photosensible, qui puisse capturer l'image. Alors pourquoi l'image est inversée ? Simplement parce que les rayons lumineux se croisent en fait au niveau du trou. La focale va dépendre de la distance entre l'écran et le trou, simplement. Alors ça, c'est l'appareil le plus rudimentaire qui soit, évidemment. C'est quelque chose qu'on peut fabriquer de façon très très simple, et on va le faire tout de suite. Alors, il nous faut, tac tac tac, un marteau, ça tout le monde a ça. On va prendre un petit clou, par exemple. Tout le monde a ça aussi. Voilà, un clou. Et puis ensuite, vous pouvez prendre une boîte, alors pas une boîte de conserve, le truc le plus simple. Là, ce que je vous donne, c'est les idées les plus simples à réaliser. Ce sont des boîtes à bouchons, comme celle-ci. Bon, là, j'ai pas eu le temps de cacher les logos, hein, vous m'excuserez. On va mettre ça devant. Hop. Voilà, avec des bouchons, avec un fond métallique solide. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Tac, tac. On fait un petit trou. Voilà, c'est fait. Donc là, la caméra obscura est réalisée. Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que l'intérieur de la boîte est brillante. Donc c'est vraiment, les Anglais appellent le sténopé, ils appellent ça pinhole camera. Et c'est quoi ? Pinhole, c'est un trou d'aiguille. C'est vraiment ce qu'on vient de faire. Alors, pourquoi c'est pas entièrement une caméra obscura pour l'instant ? Parce qu'elle n'est pas obscura à proprement parler, dans le sens où la lumière va se réfléchir sur la partie brillante sur la surface. Donc ce qu'il faut faire ensuite, je ne vais pas le faire là parce que sinon après on rentre dans du découpage, c'est placer simplement du carton noir à l'intérieur, donc sur le fond et sur les côtés. Voilà. Si on veut améliorer la qualité de l'image dépend principalement de la qualité du trou. On peut philosopher là-dessus, mais ça va nous amener dans des... Bref. Pour améliorer la qualité du petit trou, une façon très simple de le faire, il faut d'abord réduire la taille du trou. Plus le trou est grand et moins l'image est définie. Donc ce trou-là, par exemple, on va former une image, on va créer quelque chose, mais l'image ne sera pas très précise. Si on veut améliorer la qualité de l'image, on peut faire une chose très très simple. Voilà, donc c'est prendre un petit morceau de papier aluminium, on le met sous quelques feuilles de post-it. Voilà, comme ça, bien à plat. Bon, là, je fais ça très très rapidement. On prend une petite aiguille, tac tac, petite aiguille, voilà. Et puis, on perce le trou à travers les couches de papier. Voilà, là j'avais les doigts qui glissaient un petit peu, je me suis dit du marteau. Alors pourquoi j'utilise en fait cette chose-là ? Pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais je perce, comme je viens de le faire avec le clou ici, les bords vont être évasés de l'autre côté. Donc le trou ne va pas être absolument parfait. Il va mal laisser passer la lumière. Là, si je contrains, puisque le diamètre de l'aiguille est complètement circulaire, si je contrains le matériau de chaque côté, on va pouvoir avoir un trou bien lisse, bien rond. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un très beau trou. On peut faire des choses de qualité magnifique juste avec ça. Ce qu'il faut simplement, c'est faire attention à avoir une toute petite aiguille ou alors à ne pas trop traverser le papier. Et il suffit ensuite de coller ce petit trou-là sur ce gros trou-là à l'aide du scotch. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc ça, c'est réalisable en 10 minutes, littéralement. Vous avez un sténopé. L'autre petit truc qui va vous faciliter la vie, c'est avec ce système-là, c'est de prendre un carton simplement
et vous pourrez ensuite découper la partie photosensible, enfin le papier photosensible, je vais y arriver, aux dimensions du trou. Vous le bloquez avec ça, ça permet d'éviter qu'il se balance sur le bouchon, et ça fait également un piège à lumière. Alors la meilleure façon de se convaincre que ça fonctionne, si vous voulez vous amuser ou amuser vos enfants, c'est très facile. Vous prenez un papier calque, vous faites ça, et vous mettez un briquet devant, dans le noir, et vous allez voir la flamme apparaître à l'envers. Là, je ne peux pas le faire, il ne fait pas noir. Parce que bon, la lumière ne sera pas assez intense au niveau de la flamme. Voilà, donc là, on a réalisé un sténopé en très peu de temps. Ce qu'il faut simplement, c'est mettre un papier photosensible à l'intérieur. Alors, quel papier? On peut utiliser n'importe quoi qui est photosensible. On peut utiliser un négatif, on peut utiliser du papier photo direct, on peut utiliser ça aussi. Ça devient, en termes de manipulation, un petit peu plus compliqué parce qu'il faut ensuite le remettre dans un appareil qui permet d'écraser la chimie sur le papier. Donc, en instantané, c'est possible également, mais c'est un petit peu plus intensif au niveau des manipulations, pardon. Et puis, last but not least, on a la possibilité d'utiliser du papier positif direct. Alors, beaucoup de sténotépistes, je ne sais même pas si on dit ça, de gens qui utilisent le sténopé, utilisent le papier positif direct. Pourquoi? Parce que l'image qui va se former sur le papier photo ne va pas être négative, mais va être directement positive. On va le développer comme un papier standard. Donc, une façon très accessible de faire de la photographie argentique et d'avoir des rendus qui, pour le coup, sont assez... rêveur. Vous avez, je crois qu'il doit y en avoir là-bas, tout au fond, ouais. sur la gauche, c'est ça, en Polaroid. Voilà. Avec un dos, donc un appareil qui reçoit un dos Polaroid. Donc c'est un appareil simplement qui, au lieu d'avoir une lentille, a un tout petit trou à la place. Ah, misère de misère, j'ai oublié ça. Voilà. Ça m'a... ça m'a dérangé. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une autre chose qu'on peut faire très facilement en photo argentique, c'est ce qu'on appelle le transfert d'émulsion. Alors, transfert d'émulsion, il y a plusieurs possibilités pour s'amuser. Ce que beaucoup de gens connaissent, c'est l'emulsion lift, c'est-à-dire on prend une photo comme ça sur un film intégral, on découpe tout, et puis on la trempe dans de l'eau bouillante, on la décolle, et puis on la recolle sur un papier. C'est pas ça dont je parle. Quand je parle d'emulsion lift, je parle de rendu en fait de ce type-là, comme ça par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on obtient en faisant une image sur ce type de film, peel apart. Et au lieu de laisser l'image se développer sur le positif, on va directement la coller sur un papier qui va recevoir l'image. Donc on a un rendu, en fait, on a le toucher du papier, on a un grain qui est différent. Bref, en fait, on manipule l'image, on peut faire beaucoup de choses assez intéressantes avec ça. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Et puis après, je vais conclure parce que je crois que je vais dépasser le temps. Alors, il vous faut un appareil, je vais faire de la place, qui puisse vous permettre de faire du peel apart. Ça peut être, par exemple, les appareils qu'on rencontre le plus souvent. Celui-ci, évidemment, n'est pas très courant, mais ce sont les appareils qu'on appelle Land, les vieux Land. On en trouve, en fait, pour des prix assez modiques sur Internet. Et on va faire une petite manipulation qui est assez rigolote, mais surtout très rapide. Voilà, hop, pim pam poum, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors il va vous falloir un rouleau ou quelque chose qui s'y apparente pour pouvoir écraser l'émulsion sur le papier. Donc là j'ai pris un papier pour ceux qui qui travaillent sur les techniques de photographie ancienne. Il y a un papier que j'affectionne particulièrement, j'en ai essayé plusieurs et on m'a fait découvrir celui-ci et il est absolument merveilleux et en plus c'est français. C'est ça, c'est du code 320. Il a un toucher, un grain absolument sublime. Enfin bon, après c'est une histoire de goût bien sûr. Alors, la petite chose qu'il va falloir éviter, c'est lorsqu'on va décoller l'émulsion, d'exposer l'émulsion directement à la lumière. Parce que si jamais on fait ça, on va obtenir quelque chose que je voudrais vous montrer ici. On va obtenir ça. Quelque chose de tout noir. On va voiler le film en fait, tout simplement.
Donc lorsqu'on décolle l'émulsion et qu'on la recolle sur le papier, on est obligé de faire ça dans le noir. Donc là, je vais faire un truc tout bête, on ne va pas faire de l'art, là je veux simplement vous montrer, vous prouver que ça fonctionne sous vos yeux ébahis. Donc je vais simplement prendre une photo de l'assistance. Vous inquiétez pas, on est à 1 seconde, tout le monde sera flou, tout le monde sera méconnaissable. Mais on va voir apparaître quelque chose, c'est essentiel pour aujourd'hui. Voilà, tac, c'est réglé, hop. Voilà. Donc j'ai bien bougé. Donc vous êtes bien flou. Alors comment se produit la manip? Il faut pas attendre que il faut démarrer la procédure en fait de développement, mais sans aller jusqu'au bout. Alors je vais récupérer le meilleur ami du photographe argentique, c'est ce petit truc là. Un sac de chargement, changing bag. Je vais poser ça à peu près par là. Voilà. Avec une main, c'est difficile. J'allais mélanger les pinceaux. Alors, je sors le film. Tchac. Tchac, je lance le minuteur. Hop. Et je vais attendre 25 à 30 secondes. Alors c'est un procédé qui convient très bien à des lumières qui ne sont pas très contrastées. Donc en plein soleil, on va exposer le plein soleil, mais les ombres vont être complètement bouchées. Donc ça convient beaucoup mieux à des lumières diffuses. Donc là, c'est pas idéal, il y a beaucoup de noir en plus partout. Ce film-là, c'est un film en lumière du jour, 25 secondes, 26, donc voilà, je parle beaucoup. Est-ce que j'ai préparé mon papier? Ouais, voilà, ici. 30, ah, j'y vais. Donc voilà, on a ça qui sort. Ensuite, il faut l'écraser dessus. Avec, un petit peu appliquer de la force. Voilà. Bon, c'est pas de la pâtisserie, mais ça, c'est les parentes. Ça fait beaucoup de bazar. J'aime bien faire le bazar. Donc c'est un film généralement qui se développe en 1 minute 20, on peut attendre ou ne pas, mais une fois que le film est complètement écrasé sur la nouvelle pellicule, enfin le nouveau positif, pardon, on peut y aller. Voilà, donc là vous êtes vilain, mais ça marche. La raison pour laquelle en fait le film est à moitié voilé, c'est que j'ai fait ça très rapidement. J'ai attendu un petit peu trop longtemps, j'ai attendu 30 secondes. Logiquement, je fais ça en 25 secondes, 27 secondes, il faut être assez précis. J'ai fait ça dans la lumière. Ici, là, je suis éclairé directement par un spot, donc le film s'est voilé un petit peu. Donc bon, il faut faire des essais, mais ça fonctionne. La preuve que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien, c'est que j'ai fait ça, celui-ci doit être daté du week-end dernier. Voilà. Donc on a des rendus qui sont assez sympas, avec un film qui est, encore une fois, c'est un film qui est censé avoir un rendu technique. Mais c'est simplement la méthode, la façon dont on le manipule qui lui donne un rendu qui est un peu plus interprétatif, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour prouver qu'on pouvait faire des choses très simplement, rapidement et sans se casser la tête en photo argentique. Alors la raison pour laquelle... je ne sais même pas si j'ai encore le temps, c'est bon? La raison pour laquelle en fait c'est un médium qui est particulièrement merveilleux à mon sens, c'est qu'il impose en fait une projection mentale avant de faire quelque chose. Alors ça fait très pompeux de dire ça, mais dans la mesure où on n'a pas... Beaucoup de personnes disent ça me ralentit, ça me ralentit, ça me ralentit. La photo argentique, à mon sens, ce qui est plus important que le fait d'être ralenti, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir accès à l'image immédiatement, hormis la photo instantanée. Mais vu que le process est un petit peu... Il faut quand même mettre les mains dedans, c'est pas aussi rapide et aussi simple que cliquer et regarder.
Donc on est obligé de se projeter sur ce qu'on veut faire, et à partir du moment où on se projette sur ce qu'on veut faire, on rentre dans un schéma d'intention, et à partir du moment où il y a une intention, on peut commencer à parler d'approche authentique, qui est propre à la personne. Ça peut être une erreur totale, mais on se rapproche beaucoup plus rapidement du domaine des artistes. Moi je suis pas un artiste, hein, mais on se rapproche plus rapidement de ce domaine-là que de la technique pure et bête. Pourquoi ? Parce qu'on projette, donc on est obligé d'anticiper. Et la deuxième raison pour laquelle en fait c'est un médium qui est merveilleux, c'est que c'est une technique qui est très très flexible. En quelques minutes, là je vous ai montré deux techniques qui sont très différentes. Donc on peut faire du sténopé, on peut faire du transfert d'émulsion, on peut faire de l'emulsion lift aussi, c'est une autre chose. On peut faire tellement de choses, on pourrait y passer des journées entières. Donc c'est très 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 flexible, on n'a pas besoin de passer du temps sur l'ordinateur. Moi je m'amuse régulièrement à faire des choses comme ça, je passe des journées entières, je ne touche pas en fait une touche de ce truc-là. Donc de ce point de vue-là, c'est imbattable. Donc pour conclure, à mon sens, quand je parle de relative absence de sophistication, c'est de technologie également, parce que c'est quand même une technologie qui est assez raffinée, la photographie argentique. Le gros intérêt, c'est que ça force à réfléchir. Ça force à réfléchir. Et dès qu'on réfléchit, on commence en fait à rentrer dans une démarche qui est beaucoup plus intéressante que simplement « Ah tiens, la pomme est jolie, je la prends en photo ». On est obligé d'anticiper. Donc voilà, plutôt que d'attendre, la chose qui est intéressante, c'est réfléchir. C'est ce qui rend, de toute façon, c'est ce qui rend l'être humain intelligent. Voilà, moi je conclus là-dessus et je vous laisse peut-être essayer ce type de technique. En tout cas, je vous y invite.